Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cet atelier. Il est 16 heures. Je vois qu'il y a des participants qui commencent à arriver. On va attendre un tout petit peu. Donc, bienvenue à l'atelier Sécurité civile pour la société, donc le cluster 3 d'Horizon Europe. Et on va également parler du Fonds européen de défense avec nos intervenants. Donc, avant tout, je vais faire un petit rappel pour tous les présents, petit rappel logistique. Donc l'atelier va durer 45 minutes. Donc je vous rappelle, gardez vos caméras, micro coupés. L'atelier sera enregistré et publié du coup dès demain en fait à la fin de la journée, vous aurez la possibilité de le regarder en replay. Vous avez la possibilité de poser des questions via un chat. Euh, et du coup, vous aurez aussi une foire à questions qui sera rendue disponible à côté. Vous avez aussi un volet interactivité qui est sur votre droite de l'écran, un petit bouton jaune. Si vous cliquez dessus, en fait, vous avez accès directement au questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez déjà dire que l'atelier est super. Hein, si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Euh, et je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. On va démarrer. Euh, donc, je vais me présenter d'abord et présenter ma collègue qui va co-animer cet atelier avec moi. Donc, moi, je suis Emilia Oumedi d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc du bureau Europe, et je serai accompagné par ma collègue Sarah, Sarah Maillès-Tribu, donc qui est aussi du bureau Europe et qui vient d'activer sa caméra. Euh, pour nous parler effectivement de la sécurité et du Fonds européen de défense, on aura deux intervenants. Donc Géraud Canet, que je laisse présenter tout à l'heure, qui nous parlera lui plutôt d'Horizon Europe et de la sécurité civile, et puis Nathalie Tomovic, qui nous présentera un peu plus et nous parlera un peu plus du Fonds européen de défense, et voilà, qui se présentera également tout à l'heure. Donc, je vous propose de commencer par découvrir un peu ces intervenants et commencer avec euh, du coup Géraud Canet que je vais laisser se présenter et nous parler effectivement d'Horizon Europe, de ce cluster 3 sécurité civile et surtout de son rôle en fait. Il est représentant au comité de programme et c'est un rôle intéressant puisque voilà, eux qui finalement aident à construire les appels à projets qui vont être envisagés dans Horizon Europe. Donc, je te laisse la parole, Géraud. Bonjour, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de présenter le programme de travail et l'état des lieux sur Horizon Europe. Et ça l'est d'autant plus que ça représente une sorte de travail de longue haleine dont on commence petit à petit à voir les fruits et espérons le plus rapidement possible. Donc moi, je suis Géraud Canet, je suis au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis représentant au comité de programme, cluster 4 numérique et cluster 3. euh, et j'étais donc représentant au comité de programme sécurité et numérique, ICT et sécurité dans Horizon 2020, dont on ne parle plus à partir de cette seconde. Donc maintenant, on parle d'Horizon Europe. Pour introduire la fonction de représentant au comité de programme et souvent de la différencier de la fonction de point de contact national qui sont parfois confondus. Alors, vous savez, les appels au projet sont rédigés exclusivement par la commission, même s'il y a des groupes qui sont impliqués à côté. C'est la commission qui rédige le programme de travail et qui effectue toute une série de consultations, alors qui consulte des groupes d'experts, des coordinateurs de projets ou des associations de partenariat, quand il y en a, on commence à écrire un premier jet de programme de travail. Ce programme de travail, il est ensuite confronté à des acteurs nationaux, donc des représentants nationaux de chaque État, qui sont les fameux représentants au comité de programme. Dans la sphère sécurité, il y a deux représentants au comité de programme. Il y a donc moi-même pour le ministère de la Recherche et il y a François Murgadella pour le secrétariat général à la Défense et la Sécurité nationale, le SGDSN. Donc nous sommes deux à être représentants au comité de programme. Donc, nous avons la tâche de participer formellement au comité de programme et à tous les travaux et ateliers qui vont à côté, toutes les consultations.
pour essayer d'infléchir ce programme de travail, donner notre avis et remonter l'opinion des États. Et quand je dis l'opinion des États, c'est à la fois l'opinion des gouvernements. Alors en sécurité, c'est une dimension qui est assez forte, mais aussi l'opinion de la communauté qui dépose les projets, qui est regroupée dans ce qu'on appelle le GTN, qui est un groupe un peu privilégié piloté par les ministères. Il y a donc cette phase de travail. Nous sommes en plein dans la zone verte en ce moment. Puis après, il y a la publication, la soumission au projet, et ensuite, les représentants du comité de programme jouent également un rôle sur la partie évaluation. Alors, nous sommes dans la zone verte pour Horizon Europe et nous sommes dans la zone orange en ce moment pour les appels H2020 sécurité qui ont été déposés au mois d'août. On est en plein dans la zone orange en ce moment. Euh, et, et dont on aura les résultats en janvier. Voilà. Et à côté de ça, le PCN, c'est le point de contact national. Donc, le point de contact national est quelqu'un qui est en relation avec les participants, donc avec la communauté qui dépose les projets et l'accompagnement. Donc, vous connaissez probablement tous très bien le PCN actuel qui est Armand Nachef. Vous savez que dans Horizon Europe, le dispositif va évoluer et les PCN seront désormais des personnes qui travailleront à temps plein pour le ministère de l'Enseignement supérieur également. Il y aura donc une équipe de coordinateurs PCN qui reposeront sur des réseaux de PCN qui seront des personnes qui effectueront une partie de leur temps depuis leur organisme d'origine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question sur les fonctions RCP et PCN. Et du coup, je pense qu'on fait la transition sur qu'est-ce qu'est Horizon Europe. Oui, tout à fait. Si vous pouvez nous présenter rapidement Horizon Europe et comment il est structuré avant qu'on rentre dans le vif du sujet du cluster. Dans le vif du sujet. Donc, Horizon Europe est structuré en 3 piliers, comme l'était Horizon 2020, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes piliers. On retrouve un peu cette logique. Là, la logique, elle est assez forte d'avoir des piliers qui sont un petit peu orientés comme la maturité des travaux, grosso modo. Donc, on trouvera dans le pilier 1 tout ce qui est scientifique, à bas niveau de TRL. Dans le pilier 2, tout ce qui est sciences appliquées, tout ce qui est recherche appliquée. Et dans le pilier 3, on va retrouver les aides financières, les aides à l'innovation, les aides aux écosystèmes d'innovation, donc ce qui est beaucoup plus proche du produit et de l'entreprise. Dans le pilier 1, vous retrouvez donc tout ce qui est proche de la science, les infrastructures de recherche, les actions Marie Curie, qui sont des actions pour les transferts de scientifiques entre les universités, et le Conseil de recherche européen. Dans le pilier 2, vous allez trouver, le pilier 2 va regrouper ce qu'on connaissait avant sous la forme de la partie industrielle et la partie challenge sociétaux. Donc tout ça se retrouve dans le pilier 2. Vous avez donc 7 grands domaines sociétaux qui sont de tailles différentes. Celui dont on parle aujourd'hui est plus petit. Il y en a d'autres qui sont très gros. Donc là, vous avez la santé, tout ce qui est sciences humaines, et donc culture, créativité, société inclusive, la sécurité, c'est ce dont on parle en ce moment, numérique, industrie, espace, tout ce qui est climat, énergie, mobilité, et nourriture, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc vous voyez que les 3 derniers sont assez volumineux, surtout le 4 et le 5, en fait, qui sont très, très volumineux. Voilà. Et en pilier 3, on trouvera notamment l'EIC et l'EIT. Donc l'EIC est un dispositif qui permet le financement de jeunes entreprises, de PME, et qui permet de faire de l'action de financement à destination des jeunes entreprises, des entreprises innovantes en particulier. Et l'EIT, vous connaissez l'EIT, les KIC, qui sont des différentes structures thématiques qui regroupent des partenaires et qui lancent également leurs propres actions. Voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'en dire plus.
Oui, tout à fait. Merci Géraud. Vous avez eu des Alors, présentations. désolé Géraud, on a quelques problèmes de connexion apparemment Ah, avec ta caméra. Mais c'était sur la fin, donc on a bien compris pour Horizon Europe, et merci pour ces explications. je vais la couper pour concentrer tout sur le micro. On va du coup passer par une petite explication de vocabulaire euh, pour juste essayer de clarifier certaines nouvelles notions qui sont amenées dans Horizon Europe par la Commission européenne. Voilà, alors ces notions, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez vu les éléments de vocabulaire, mais le maître mot, c'est pas d'inquiétude, ne paniquez pas. Au final, même si ces missions ont été assez structurantes et sont devenues un petit peu envahissantes au début dans les phases que nous avions eues pour l'élaboration des programmes de travail, elles ne vont pas changer fondamentalement la donne. Vous allez retrouver au final un programme de travail qui va ressembler beaucoup à ce que vous connaissiez déjà. Alors pourquoi ces notions et pourquoi ce vocabulaire? Eh bien, la raison, en fait, c'est une raison de traçabilité politique. Vous savez que l'Union européenne a tendance à devenir de plus en plus orchestrée, oui, orientée autour de grands enjeux politiques. C'est de plus en plus vrai. Depuis la nouvelle présidence, c'est une dimension qui devient très forte et cela donne une grande lisibilité à l'action européenne. Les grandes orientations étant évidemment l'écologie, une meilleure citoyenneté, entre autres. Donc vous avez un objectif ici qui est d'être capable de relier n'importe quel projet financé aux grands enjeux auxquels il se rapporte, aux grands enjeux politiques auxquels il se rapporte. Donc ces enjeux politiques, ils sont écrits clairement. Et du coup, la donne, elle existe dès le début. Donc, ils sont hiérarchisés et entrés sous forme d'un vocabulaire. Et puis, vous avez en même temps une structure du programme de travail qui est donnée et qui est en regard de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle on présente ici les objectifs en jaune et la structure en bleu pour arriver à comprendre à quel niveau interviennent chacun de ces concepts. Donc, les missions sont de grands objectifs qui portent sur la totalité de Horizon Europe, en particulier sur le pilier 2, mais aussi plus largement. Ces missions sont de grands objectifs structurants autour de grandes ambitions. Le modèle, au départ, étant aller sur la Lune, c'était le modèle qui était utilisé. Il y en a 6 et vous avez, donc j'en ai cité 2, mais elles tournent pour une grande partie autour de l'environnement, de la santé, de la citoyenneté. À partir de ces missions, on décline ce qui s'appelle les orientations stratégiques clés. Donc, les orientations stratégiques clés, elles sont propres au pilier 2 en particulier, donc tous les challenges sociétaux. Et elles sont donc elles permettent de fixer là aussi de très grandes orientations et elles sont déclinées en ce qu'on appelle les impacts. Donc les impacts, eux, ils sont dépendants de chacun des clusters. Donc vous avez ici à l'intérieur des clusters, donc cluster c'est une notion de structure, les clusters on va simplement dire que ce sont les grands chapitres de votre programme de travail. Et là aujourd'hui nous parlons du chapitre 3, sécurité civile pour la société. Et donc à l'intérieur du 3, il y a des impacts, il y a 6 grands impacts sur l'autonomie stratégique, sur la sécurité des citoyens. Et ces 6 grands impacts sont mis en miroir de ce qu'on appelle les destinations. Les destinations, ça va tout simplement être les sections du document. Voilà, alors pour être honnête, c'était conçu au départ comme un concept un peu compliqué, mais finalement, les DG qui ont été en charge de l'élaboration du programme de travail, elles ont simplifié les choses, elles ont fait un impact, une destination, et au final, du coup, ce n'est pas la peine de se demander comment c'était prévu à l'origine, puisque vous aurez droit à la version simplifiée et vous n'aurez rien d'autre. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? On pourrait dire que ça apporte une contrainte, mais je pense quand même que ça apporte un avantage, c'est que quand on répond à un projet européen, il faut toujours voir, et ça a toujours été vrai, qu'on ne répond pas à un projet pour placer une technologie, mais on répond à un projet pour répondre à un enjeu sociétal, à un grand enjeu. Et en général, ce qu'il fallait avant, c'était définir son impact en allant chercher soi-même tout un ensemble de sources
auquel rapporter les grandes ambitions, les grandes intentions, à quoi se rapporte quels grands enjeux se rapportent ce qu'on est en train de faire. Ici, le travail est un petit peu simplifié puisque tout va être écrit. Vous allez retrouver cette structure qui va être fournie dans toute la documentation Horizon Europe. Et du coup, vous allez pouvoir savoir très clairement dès votre programme de travail, ah, je réponds à quelque chose qui est dans la destination 3, je réponds donc à l'impact machin, qui est rattaché à l'orientation stratégique, les bidules, et vous avez des éléments concrets auxquels le rapporter. Donc, je pense que ça va un petit peu simplifier les choses. Merci, Pierrot. On voilà. va passer un peu plus dans le détail et du coup, on va voir ce que sont ces différentes thématiques, ces destinations que vous venez juste d'évoquer. Donc, je vais passer à la slide suivante. Donc, dans le cluster sécurité civile pour la société, le cluster 3, on trouve effectivement différentes thématiques. Et là, Géraud, je vous laisse commenter un peu les différentes destinations qui sont proposées dans ce cluster. Voilà. Alors, ce sont des destinations on est dans du domaine connu, hein. On retrouve des choses qui sont effectivement bien balisées parce qu'on se retrouve dans quelque chose qui est classique vis-à-vis du programme de travail. Le programme de travail Secure Society, juste pour dire un mot, enfin c'est Société Sûre, il est partagé en général de la commission, la DG Home et la DG Connect. La DG Connect gère tout ce qui est cyber, la DG Home tout ce qui est sécurité classique des biens et des personnes. Et donc, on va retrouver cette dichotomie avec une destination dédiée à la cybersécurité. Voilà. Mais nous avons d'abord les grandes orientations qui sont donc tout ce qu'on appelle, tout ce qui est lié autour des sociétés résilientes au désastre. Donc, ça va être tout ce qui est catastrophes naturelles et humaines, éventuellement les catastrophes qui sont d'origine combinée, les effets en cascade sur les drames liés aux catastrophes, et puis tout ce qui est les services d'urgence, les services d'intervention, à la fois la santé, les pompiers, l'organisation, le triage et la résilience. C'est important de rappeler que ces sujets-là, alors qu'aujourd'hui on parle très fortement de la gestion des pandémies et de la résilience, ces sujets-là existent et sont étudiés dans le cadre du programme sécurité depuis de nombreuses années. Voilà, nous avons une orientation, alors une destination ici dans laquelle on va plutôt retrouver, alors là, elle s'appelle protection et sécurité, mais on va retrouver en fait sous cette appellation là aussi des aspects d'intervention d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut passer à la suivante? Voilà. Donc, nous avons ici donc les autres destinations. Alors, il doit y avoir, je ne sais pas si c'est les dernières versions des destinations, ça, mais nous allons avoir donc dans la sécurité maritime, on va inclure tout ce qui est à la fois la gestion des frontières. Donc, il y avait la protection des infrastructures dans le précédent. La gestion des frontières, et la gestion des frontières, c'est à la fois les flux des personnes et c'est aussi la protection des biens. À la fois donc l'aspect douanier et l'aspect police des frontières. Sur la 4, lutte contre le crime organisé, on va retrouver tout ce qui est à la fois le crime et le terrorisme. Et le crime organisé, ça inclut tout ce qui est à la fois les équipements, mais aussi tout ce qui est l'intelligence, la connaissance du sujet, la connaissance de l'environnement, l'intelligence artificielle, pour essayer au maximum d'anticiper, de mieux organiser la lutte contre à la fois crime et terrorisme. Voilà. Et nous avons aussi donc la dimension cybersécurité, qui elle aussi va s'attaquer à tous les aspects de la sécurité. Alors, on va probablement trouver des aspects cybersécurité ailleurs dans les programmes de travail.
ici, on va trouver des aspects sur la continuité, des affaires et la continuité en cas d'attaque. On va trouver un volet sur l'intelligence artificielle dans le but de renforcer la cybersécurité. On va retrouver des aspects sur les appareils, la sécurité des appareils connectés, aussi bien au niveau matériel que logiciel, les méthodologies fiables, etc. Voilà. Et il y a aussi, là je passe, mais il y a aussi une dernière destination qui n'est pas citée ici, mais qui est plus une destination un peu technique sur comment on fait de la prospective en sécurité. Voilà, hein, pour faire un tour rapide. Merci beaucoup, Géraud, pour ces précisions. Et du coup, la question que je pense que beaucoup doivent se poser, c'est est-ce qu'on a une idée du budget qui a été alloué? On sait qu'Horizon Europe, du coup, c'est un gros programme de environ 80 milliards d'euros. Est-ce qu'on a une idée 85 milliards, oui, et qui Voilà. va monter donc à 89. Ok. Puisqu'il y a une rallonge de 4 milliards bonus. Et malheureusement, là, les nouvelles ne sont pas bonnes. La sécurité a été sous-estimée par l'Europe pour des raisons qui me surprennent encore. Le budget total du cluster 3 est de 1,25 milliard à comparer au 1,6 milliard, 1,7 milliard tout compris que devait peser l'équivalent de Horizon 2020, sachant que dans Horizon 2020, la cybersécurité était partagée entre le numérique et la sécurité, et alors qu'ici, la cybersécurité est intégralement contenue dans le cluster 3, à part quelques appels de ci, de là. Donc, je ne cache pas que c'est problématique, hein, parce que ça représente tout de même une diminution de budget. On va dire qu'on a des espoirs sur la rallonge négociée par le Parlement et qu'on va essayer de l'obtenir, mais il faut reconnaître effectivement que la sécurité, voilà, nous sommes dans une situation assez paradoxale où la population et les politiques ont tendance, oui, à sous-estimer l'aspect sécurité, tout en ayant un sentiment un peu mixé sur la sécurité. Le fait, c'est que nous avons actuellement, en tout cas, des grandes priorités qui se font jour sur la résilience vis-à-vis des désastres, la gestion des pandémies et le terrorisme, et qu'il s'agirait de ne pas baisser la garde et de continuer de la recherche sur ces sujets. Merci. Et du coup, on a vu que les appels à projets n'étaient encore pas forcément tout à fait définis, qu'il restait du travail là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques éléments de calendrier et quand est-ce qu'on peut imaginer en fait voir être lancés ces appels à projets Horizon Europe? Oui, alors là aussi, je ne porte pas les meilleures nouvelles non plus, parce qu'en fait, l'aspect qui est vraiment limitant, c'est la négociation budgétaire. Jusque-là, le travail sur le programme de travail va bon train. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de consultations, mais ce travail avance. Il y a des sujets qui sont maintenant assez construits. Le problème, c'est que le budget n'est pas encore totalement tranché et ça va avoir pour conséquence de devoir faire des diminutions sur les sujets proposés. C'est la raison pour laquelle les programmes de travail restent encore très confidentiels, parce qu'il y a tout simplement beaucoup de sujets, de candidats sujets qui vont disparaître. Donc, les réunions prochaines vont bientôt suivre. Alors là, d'abord, ça, c'est les dates du cluster 4 qui ont été reprises, mais on est grosso modo dans le même ordre de grandeur. Et tout sera vraiment plié au moment de l'adoption du budget, qui est une longue négociation interne à la Commission et qui dépend également de la signature et de l'accord des grandes instances politiques européennes, le Parlement, le Conseil et la présidence. Donc, on attend à voir quelque chose à peu près fin 2020, et donc l'adoption définitive du programme cadre, pour l'instant, elle est attendue, elle est espérée pour mi-janvier.
ce qui nous conduirait à pouvoir boucler définitivement les programmes de travail et les publier à mi-avril. Là où le bât blesse, c'est que les personnes qui ont déjà déposé des projets en sécurité le savent. Il y a une espèce de malheureuse habitude, de tradition de fixer les dates limites fin août, ce que les délégations et la délégation française en particulier essaient de contrer. Nous essayons absolument de faire changer ces dates. Malheureusement, et c'est la mauvaise nouvelle, on ne va pas pouvoir avoir beaucoup de marge de manœuvre car les évaluations en sécurité sont un petit peu plus longues que les autres car il y a des phases supplémentaires concernant l'analyse de sécurité des livrables. Et donc, on est très contraint dans le délai. Les appels ne peuvent pas avoir lieu plus tard que fin août et on imagine que si les programmes de travail sont publiés mi-avril, on ne peut pas non plus avoir une deadline plus tôt que fin août. Donc, on va essayer de lutter pour changer cette date limite à partir de 2022. Malheureusement, pour 2021, il va probablement falloir faire avec une date limite à fin août. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'essayer d'obtenir de la Commission qu'elle publie des versions préliminaires du programme de travail avec un peu d'avance, afin que la communauté puisse l'avoir avant la date de mi-avril. Mais ça ne peut pas avoir lieu avant l'adoption du programme 4, donc ce ne sera pas avant mi-janvier. Et ça, c'est à suivre. Ça fait aussi partie du travail des représentants au comité de programme de toutes ces actions et toutes ces luttes pour essayer d'obtenir des aménagements qui profitent aux déposants. Très bien, merci beaucoup Géraud pour toutes ces informations et ces précisions. N'hésitez pas si vous avez des questions à alimenter le chat et on essaiera d'y revenir à la fin de l'atelier pour répondre à ces questions-là. Je vais laisser la parole du coup à Nathalie Tomovic. Je vais lui demander, l'inviter à présenter sa structure et puis à nous parler un peu du Fonds européen de défense, du coup, qui est un programme qui est à part d'Horizon Europe, qui est vraiment différent. Et du coup, de nous dire effectivement quel rôle joue votre organisation et vous, Nathalie, dans ce Fonds européen de défense. Bien, merci Aurélien, j'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc, je suis le commissaire principal Nathalie Tomovic, je travaille au ministère des Armées, à la Direction Générale de l'Armement, donc la DGA, et je suis l'adjointe export au chef du bureau développement des PME et de l'action régionale. Alors, je suis d'ailleurs à ce titre donc le point de contact donc EDIDP et FED pour la sous-direction des PME donc dans laquelle je travaille. Alors effectivement, la DGA et en particulier donc la sous-direction des PME accompagne les PME et les ETI qui souhaitent se positionner dans le cadre du Fonds européen de défense. Donc c'est clairement une des actions que nous devons mener dans le cadre du plan Action PME qui a été signé par la ministre des Armées en septembre 2018. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors avant toute chose, il convient de mener des campagnes de sensibilisation et d'information. Donc, à ce titre, nous nous appuyons sur les groupements industriels professionnels, les clusters et les pôles de compétitivité, ainsi que les régions pour communiquer auprès de nos sociétés. Et donc, ces campagnes d'information vont se traduire en 2021. Donc, c'était également le cas, pas en majorité, mais en 2020, donc sous forme de webinaires, donc compte tenu de la situation sanitaire. Et lors de ces webinaires, nous présentons justement dans le détail le Fonds européen nous comptons de présenter le Fonds européen de défense et donc aussi l'accompagnement que la DGA propose pour aider les sociétés, sachant qu'il y a 2 voies d'accès aujourd'hui pour les ETI et les PME pour le Fonds européen de défense. Donc la première voie étant la soumission d'un projet PME, donc dans le cadre d'un call, donc appel à projet qui est dédié spécifiquement aux PME, et la deuxième voie d'accès étant l'intégration de consortiums existants dans le cadre de grands calls, ce qu'on appelle en fait les grands appels à projets qui sont pilotés par les grands groupes. Donc j'en profite pour dire, même si Aurélien vous allez revenir sur ce sujet tout à l'heure, que nous allons organiser une session d'information avec le cluster Eden au mois de janvier. De façon à ce que les sociétés puissent anticiper au mieux et travailler donc dès maintenant sur ce programme qui est, comme vous venez de le dire, très différent du programme Horizon Europe,
Donc, le FED, c'est vraiment un programme de défense. Et les critères aussi d'éligibilité sont différents de ceux qu'on peut retrouver dans le cadre du programme Horizon Europe. Je précise qu'il y a souvent des similitudes. Voilà. Ok, très bien, Nathalie. Oui. Alors, j'avais préparé justement au départ une slide sur notamment le budget, ce qui concerne le budget, et puis on voit apparaître également les thématiques, c'est-à-dire plutôt les actions de recherche et plutôt les actions de développement de capacité, qui sont deux types d'actions qui étaient financées sur les précédentes programmations du Fonds européen de défense. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Du coup, ce budget qui était de 13 milliards initialement, en prévisionnel, apparemment, est encore en cours de négociation et visiblement à la baisse, donc ça va changer. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet-là? Donc, c'est ma première question. Et puis, ce budget, du coup, qu'est-ce qui est financé comme type d'action dans le cadre du Fonds européen de défense? Est-ce que vous pouvez nous préciser ça, justement? D'accord. Alors, le FED couvre la période 2021-2027. Et donc, vous venez de le dire, initialement, c'était quand même une enveloppe très importante de 13 milliards qui était dévolue à ce programme. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt de 7 milliards. Donc, les négociations sont en cours et normalement, elle devrait aboutir là d'ici la fin de l'année. Donc, j'espère que lors de notre webinaire du mois de janvier, on pourra communiquer les éléments définitifs concernant le budget, qui effectivement sera ventilé entre les actions de développement, donc à hauteur de 65%, mais là encore, ça reste à confirmer, et les actions de recherche à hauteur de 35%. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que vous auriez d'autres précisés? En fait, est-ce que vous auriez peut-être des retours d'expérience sur… on sait qu'il y a déjà eu une programmation du Fonds européen de défense qui s'est réalisée sur 2019 et sur 2020. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux entreprises qui s'intéressent à la prochaine période là, qui arrive à partir de 2021 ou simplement des précisions à donner sur comment est-ce qu'on fait quand on est PME dans ce secteur pour postuler à ce type d'appel? Alors, tout d'abord, effectivement, sur les grandes thématiques qu'on devrait retrouver dans le cadre du FED, elles devraient être similaires à celles qui étaient couvertes dans le programme antérieur, qui est le DIDP. Donc, on va retrouver la cybersécurité, enfin, on devrait retrouver la cybersécurité, l'espace, les domaines aériens, terrestres, navals, et également des nouveaux domaines tels que le soutien médical dans la défense, l'énergie et l'environnement. Donc ça, c'était un premier point. Mais comme je vous l'ai dit, là, ça reste encore à finaliser et le programme de travail devrait être connu en mars 2021, donc avec la publication des appels à projets. Et ensuite, par rapport à, je dirais, à ce retour d'expérience qu'on a eu sur 2019-2020, puisque le DIDP a commencé en 2019. Donc, avant toute chose, je tiens à souligner que la France était en première position sur le DIDP 2019. Donc, on peut vraiment être fiers de ça. Nous avons remporté à peu près 21% de l'enveloppe globale qui était de 200 millions. Donc, il y a 16 projets au total qui ont été sélectionnés par la Commission sur 40 propositions reçues. Et la France avait soutenu 10 projets donc, sur les 16 sélectionnés. Pour le DIDP 2019, donc on est encore en plein dedans, dans la mesure où la deadline de soumission des projets a été fixée au 1er décembre. Mais on peut d'ores et déjà dire que nos sociétés ont été très actives. Donc, à titre d'exemple, en 2019, la DGA avait soutenu un projet PME. Donc, c'était vraiment le début, d'accord, en phase de test. Donc là, on est en montée en puissance et cette année, on devrait soutenir 9 projets PME. Voilà. Alors, c'est important de garder, on va dire, en tête le taux de réussite qui nous est ressorti de l'UDDP 2019, qui était de 20% pour l'école PME, donc c'est pas non plus énorme, contre 52% pour les grands appels à projets. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment deux voies d'accès, donc le call dédié spécifiquement au PME et des grands appels à projets. Mais dans tous les cas, ce qui est important en fait aujourd'hui pour les sociétés, c'est vraiment d'anticiper le programme de travail. Et en l'occurrence, pour les PME qui souhaiteraient proposer un projet PME,
je les invite à déjà travailler sur leur projet dans la mesure où c'est un call qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune spécification technique, contrairement aux grands appels à projets. Voilà. Il convient aussi de développer en fait votre visibilité auprès des grands groupes. Donc ça peut vous aider pour les insertions dans des consortiums dans le cadre des grands calls. Donc développer votre visibilité auprès des grands groupes français, mais aussi européens. Et à ce titre, la DGA mène des actions pour faciliter le rapprochement entre les PME et les entreprises européennes. Donc, ce sont des points en fait, que j'aborderai en détail lors de notre webinaire du mois de janvier. Ok, super. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous propose peut-être de passer, si vous avez des questions déjà sur ces 2 premières présentations techniques, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis éventuellement on peut en prendre s'il y en a déjà. Je ne sais pas, Laure, si tu en as déjà récupéré ou non. Alors, j'en ai une pour Nathalie spécifiquement. Comment peut-on postuler, que ce soit au guichet PME ou aux grands appels à projets? Quelle est la porte d'entrée? Alors, la porte d'entrée, c'est la DGA, en l'occurrence la sous-direction des PME. Donc, nous avons une adresse générique. Donc, je pourrais vous la communiquer ensuite, si vous voulez la transmettre à tous les participants de ce webinaire. Donc, vous pouvez déjà manifester votre intérêt, donc en nous précisant, voilà, si votre préférence va, on va dire, à l'insertion à votre insertion dans le cadre d'un grand call, ou alors si vous souhaitez présenter un projet et donc piloter un projet dans le cadre du call PME. Alors, je voulais juste aussi insister sur le fait que piloter un projet est très chronophage. Ça demande beaucoup de ressources et généralement, c'est vraiment une décision stratégique de l'entreprise que de décider de présenter un projet PME. Voilà. En revanche, l'insertion dans des consortiums existants pilotés par des grands groupes, on va dire c'est plutôt, pour commencer, c'est bien, c'est moins chronophage et donc c'est plus simple, si vous voulez, pour la société de se faire driver, on va dire, par le grand groupe. Mais dans les 2 cas, le point d'entrée, c'est vraiment la sous-direction des PME de la DGA. Et si vous voulez présenter un projet PME, il y aura un formulaire à remplir et qui nous permettra ensuite de lancer en interne une instruction interservice. Voilà. Donc, tous ces détails, de toute façon, vous seront communiqués lors du webinaire. Mais en attendant, je peux déjà vous envoyer effectivement cette adresse générique de façon à ce que vous fassiez connaître vos souhaits de participation au FED. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette réponse. Et merci Nathalie. Une question pour Géraud. Est-ce que les sujets Data Protection and Privacy seront dans le cluster sécurité de Horizon Europe? Oui. Voilà, c'est ça. Parfait. Bah oui, La réponse question est simple. claire. Merci. Ok, super. Merci beaucoup, merci Laure, et merci pour vos questions. Je vais faire la transition sur un peu notre slogan de la journée, c'est vous dire que vous n'êtes pas seul, même si effectivement les projets européens, les financements européens peuvent vous paraître compliqués. Il y a quand même des gens pour vous accompagner et d'ailleurs, je fais mon mea culpa. Cet atelier, on ne l'a pas préparé tout seul, nous en tant qu'agence régionale, on a effectivement fait intervenir également des pôles et des clusters qui nous ont aidés dans la préparation avec les représentants au comité de programme, donc Géraud, et puis Nathalie Tomovic pour son intervention DGA. Donc, vous pouvez vous faire aider par plusieurs entités. Donc, la première, c'est effectivement nous, au côté Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est l'agence de développement économique de la région. On est là pour vous aider à faire avancer vos projets sur différents axes. Et voilà, on a des collaborateurs qui travaillent sur tous ces axes-là. Et Sarah et moi sommes plutôt spécialisés sur l'Europe et les financements européens. Et on peut effectivement intervenir à différents moments de votre projet pour vous faire entrer dans un parcours et dans un suivi un peu dans la durée de votre projet pour vous aider à trouver les financements qui correspondent finalement à votre projet et qui sont le plus compatibles avec votre stratégie. C'est un peu notre objectif en ayant pour finalité qu'il y ait plus de participants français
qu'actuellement dans les projets européens et qui obtiennent plus de financement européen pour nos entreprises régionales. Du coup, je vais aussi prendre la parole pour vous présenter les différents pôles et clusters qui peuvent vous accompagner sur le territoire. D'abord, il y a le pôle SAFE, notamment qui a lancé le pôle d'excellence européen pour la sécurité globale, et dont vous avez les adresses contacts qui s'afficheront, enfin qui s'affichent juste là sur le côté, et qui est plutôt basé effectivement sur tout ce qui est la sécurité, la défense. C'est vraiment un pôle d'excellence qui a déjà participé dans des projets européens, qui est déjà effectivement, qui a été point de contact national sur le programme Horizon 2020. Donc vous voyez les différentes filières qui sont concernées. Je vous invite à regarder plus en détail à la fin de la présentation pour que voilà, on puisse prendre vos questions et en profiter pour interroger peut-être si vous avez des questions à la fois pour les pôles ou d'autres questions supplémentaires pour Géraud et Nathalie. Donc d'abord Safe Cluster, ensuite vous avez le cluster Eden, effectivement, qui est plutôt un groupement, lui, d'entreprises donc qui a pour but vraiment de mutualiser, de fonctionner en réseau et d'associer des entreprises de la région pour les aider à exporter, à développer des relations effectivement internationales sur le sujet de la défense. C'est un réseau de PME. Là aussi, vous aurez le contact dans les slides. Un autre cluster qui nous a également bien aidé et que Laure représente, c'est Minalogic, donc qui est le pôle de compétitivité sur les usages plutôt, enfin sur on va dire le secteur numérique. Voilà, vous avez les différents domaines qui s'affichent à l'écran et vous avez les différents contacts auprès desquels vous pouvez vous renseigner. Donc, sur l'aérospatial et la défense, évidemment que le pôle est aussi présent et propose des services d'accompagnement. Et enfin, Techterra, qui est le pôle de compétitivité de la filière textile, qui là aussi propose des accompagnements spécifiques et des services spécifiques pour les PME de la filière, qui a aussi participé dans des projets européens, et voilà, qui pourra vous aider finalement pour vous mettre en relation avec aussi des entreprises de ce secteur-là dans d'autres États, ou pour déposer des dossiers qui concernent cette filière. Voilà, donc s'il y a d'autres questions à prendre peut-être, eh bien c'est le moment. Sinon, eh bien, on enchaînera, on finira la présentation par l'annonce des événements à venir. Et puis en conclusion, effectivement, on quittera cet atelier, on terminera cet atelier. Je profite d'avoir le micro peut-être pour poser du coup une question à Nathalie. Est-ce que vous savez de façon indicative quand pourront être publiés les premiers appels à projets FED en 2021? Une fourchette large peut-être? Alors, ce sera au printemps 2021 et on espère que ce sera publié dès le mois de mars. D'accord. Avec du coup une échéance pour candidater à l'été. Alors le problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité à ce stade du calendrier, ne serait-ce que prévisionnel. Mais alors, ce qui s'est passé pour le DDP 2020, c'est que alors déjà le calendrier a été reporté à plusieurs reprises. Et en l'occurrence, les appels à projets avaient été publiés fin mars. Et voilà, avec une date de dépôt décalée notamment en raison du Covid au 1er décembre. Donc, je pense que la deadline pour candidater à la commission sera probablement fixée au cours du 2e semestre et ce sera peut-être d'ailleurs aussi au 1er décembre. Donc ça, on communiquera dès qu'on aura les informations. Très bien, merci. Et pour Géraud, dans le domaine du numérique, vous avez, malgré les retards de calendrier, mentionné qu'il fallait porter une attention particulière aux appels de 2021 parce que Horizon Europe
commencerait fort. Est-ce qu'il en est de même aussi pour les appels en sécurité? Est-ce qu'on peut s'attendre à une ouverture de budget forte sur les premiers appels et Absolument. Ouais, d'accord. Absolument. Et pour une raison aussi politique de la part des acteurs du comité de programme, c'est comme je l'ai dit, comme il y a une diminution de budget, les représentations nationales ont un petit peu peur que ça fasse, que ça continue dans cette tendance. Donc, il y a une volonté d'essayer de démarrer dès le début avec des projets à fort impact pour avoir tout de suite, pour avoir des résultats au bout de 7 ans à présenter et pour pouvoir convaincre sur le programme de travail. Donc, ça signifie qu'il va y avoir plus de budget mis au début et beaucoup de IA. Très bien, bah, merci pour cette indication bonus. Super. Voilà. Du coup, Merci à tous les deux. Du coup, voilà, j'en profite. Ben, si vous voulez dire un mot chacun, Géraud d'abord sur effectivement la semaine d'information que le ministère organise sur Horizon Europe en début d'année prochaine, et puis Nathalie, reparler du webinaire voilà, que vous comptez organiser également. Voilà, bon, bah, effectivement, il y a une semaine d'infos qui est prévue par le ministère. Alors, comme vous l'imaginez bien, on s'adapte à la fois au retard pris par l'élaboration des programmes de travail et du cadre budgétaire et au contexte sanitaire. Donc, cette semaine d'infos qui était censée être une semaine physique dans les locaux du ministère devient une semaine vidéo. Et pour l'instant, c'est de cette façon qu'elle va être organisée. Ce sera la 2e semaine de février. D'accord. En ce qui me concerne, donc la date reste à caler avec Eden pour le webinaire. Ceci dit, nous allons organiser d'autres webinaires, donc avec différents groupements et autres pôles de compétitivité. Donc, on va vraiment communiquer largement sur le FED et ce même avant donc la publication des appels à projets. Comme je vous disais, le call PME, donc c'est celui pour lequel donc je suis pilote, ne contient pas de spécifications techniques. Donc, vous pouvez travailler d'ores et déjà sur les projets que vous souhaitez proposer. Mais après, bon, c'est sûr que si vous souhaitez participer à un grand call, donc là, il faudra attendre la publication des grands appels à projets. Mais je vous ai communiqué les grandes thématiques, donc vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher des grands industriels avec lesquels peut-être vous travaillez déjà, donc pour lesquels vous êtes sous-traitant. Super. Merci, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Nathalie et Géraud pour toutes vos informations. Merci à vous tous qui avez participé du coup depuis chez vous, depuis votre lieu de travail à cet atelier. Donc, il sera disponible dans la boîte à outils du site de la Journée Ambition Europe du coup à partir de demain. Je pense que l'enregistrement sera disponible en replay. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter effectivement tous les partenaires qui ont organisé cette journée, pôle de compétitivité, cluster, voilà, les PCN, la DGA, et nous, on vous mettra toutes nos coordonnées. Alors là, je n'ai pas mis effectivement les coordonnées des intervenants, du coup, je les rajouterai dans la slide qui sera disponible dans la boîte à outils. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions et à nous interpeller pour qu'on puisse vous aider à avancer. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Voilà, je termine ce webinaire. Merci, au revoir.